Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous partons en Argentine. Bonjour Camila Sosavillada. Aló, ¿Cómo estás? estoy muy bien. Je vais très Alors, bien. ce soir, nous sommes heureux d'accueillir Camila pour son livre Les Vilaines, paru aux éditions Métellier. Pour l'interroger, nous partons à Paris dans le 18e, rue Custine, où on retrouve Lucie Epple de la librairie Le Pied-à-Terre. Je rappelle à nos participants que pour entendre la traduction, il faut aller en bas, dans la barre de menu, il y a un petit globe. Vous vous mettez sur le canal français et vous entendrez en simultané la traduction française. Camila, Lucie, je vous souhaite une belle rencontre. À tout à l'heure. Merci. Merci Nathalie. Je remercie Pascal Fougère qui va se faire notre interprète ce soir. Et merci Camilla d'être là. Je suis honorée de pouvoir vous rencontrer, même de loin, parce que j'ai adoré votre roman. J'ai adoré Les Vilaines qui m'a bouleversée. Je l'ai trouvé puissant, bouillonnant, flamboyant, poétique en diable et surtout revigorant. Je suis tombée dans ce que je trouve être un conte à la fois cruel et merveilleux. Et ici, au Pied-à-Terre, on a un plaisir fou à le défendre depuis sa parution au mois de janvier. Il m'a rendue stupéfaite, votre livre, d'abord parce qu'il s'y déploie, parce que vous avez un talent de romancière incroyable. Et puis aussi parce que j'ai trouvé de la façon dont dans votre écriture et certainement dans vous posez l'obscur en une lumière éclatante, incroyable, et la violence en une fureur de vivre. Vilaine, pour moi, ça a été une invitation à la métamorphose, au changement, à la résistance, et puis aussi une espèce d'ode à la confusion, qui est pour moi, je crois, la plus belle célébration de la vie. Donc, merci encore Camilla pour ce roman. Je vais vous poser une première question. C'est la question de votre pratique de l'écriture. Parce que Les Vilaines, c'est votre premier roman. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous pousse. Déjà, est-ce qu'il y a une pratique d'écriture avant ce premier roman? J'imagine, mais j'espère que vous allez nous en parler. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'arrête et on se dit qu'on a matière à éditer une histoire, un roman? Bueno, en verdad. Alors, c'est vrai que Les Vilaines, c'est mon premier roman publié, mais j'avais déjà écrit des romans en fait qui n'étaient pas arrivés à leur terme, que j'ai brûlés en fait quand j'étais jeune dans une petite ruelle à côté de la maison. Avant, j'ai publié un livre de poèmes qui s'appelle La fiancée de Sandro, la nouvelle. Ensuite, j'ai écrit un essai sur comment l'écriture et la lecture sont arrivées à ma vie et comment je suis devenue écrivaine. Et ce livre était dans une collection qui s'appelle Écrire, d'une petite maison d'édition très élégante et qui se consacre à vraiment travailler les livres à fond. C'est une collection où le Juan Fort, qui est l'éditeur en fait des Vilaines, publiait également. On s'est rencontrés tous les deux dans un festival de littérature dans les montagnes en Argentine. Et il avait vu une rencontre que j'avais faite. Il était venu me voir chanter, en fait, dans un spectacle où je chantais du jazz. Et il m'a dit en fait qu'il voulait publier quelque chose que j'écrivais. Hein. Et perdón, Camila, ¿qué has dicho? ¿Qué has... Sí, me estoy haciendo entender. Ah, perfecto.
Alors, excusez-moi, mais voilà, on n'avait pas eu le temps de beaucoup parler avant, donc je lui ai réexpliqué qu'on était en simultané. Alors, donc, contre l'éditeur des Vilaines, j'avais fait ce cabaret de la Difunta Correa, hein, qui est une sainte populaire argentine. Et à la fin, en fait, de ce cabaret, il y avait l'apparition de cette Tia Encarna, hein, qui parlait des miracles et qui racontait comment elle avait trouvé ce bébé dans le parc Sarmiento. Et pendant que je faisais en fait ce spectacle, je me suis rendu compte que là, il y avait une histoire intéressante en fait, hein. Et j'avais déjà écrit des choses en fait sur Facebook. J'avais écrit des anecdotes sur le parc, hein, quand je travaillais comme prostituée là-bas. Et que je pouvais élargir, enrichir cette histoire de la Tía Encarna. Et donc, j'ai commencé à la fin de 2017 à écrire cette histoire et jusqu'à ce que j'ai fait une cinquantaine de pages et c'est ce que j'ai envoyé effectivement à l'éditeur et c'est ça qui finalement voilà, s'est transformé dans Les Vilaines. Alors, peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas lu encore Les Vilaines, il y est effectivement question d'un groupe, d'une meute de prostituées transsexuelles dans le parc de Sarmiento à Cordoba, qui officient donc dans ce parc et qui sont sous la protection de Tante Encarna, donc qui est manifestement à l'origine du roman, qui est la plus âgée des transsexuelles du groupe. Et elles sont même hébergées dans la pension de Tante Encarna, qui est une maison rose et fleurie. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Le rose et les odeurs de la pension de Tante Encarna. Et puis un soir, elles sont dans le parc et Tante Encarna est attirée par du bruit dans un fossé, un buisson. Et elle découvre un nourrisson abandonné qu'elle décide d'adopter clandestinement. Et évidemment, ce nourrisson va changer la vie de toutes, et particulièrement de Tante Encarna. Et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur ce personnage de Tante Encarna, et puis vous demander qu'est-ce qu'elle incarne ou quoi, parce que vraiment l'impression d'une figure quasi mythologique, une espèce d'immense montagne ridée, un espèce de corps symbole, une figure tutélaire. Et j'aimerais bien qu'on creuse cette figure tutélaire qui est Tante Encarna dans Les Vilaines. Paradójicamente, Alors, paradoxalement, par rapport à ce qu'on lit dans le roman, elle était déjà très âgée, hein. Elle avait vraiment l'air d'être une vieille. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai commencé à imaginer une femme qui était la synthèse en fait de toutes les transsexuelles que j'avais rencontrées dans ma vie et qui avaient eu en fait cette présence mythologique qui était quand même comme la pierre fondamentale de mon histoire, hein. C'était des femmes qui étaient beaucoup plus formidables que moi, qui avaient survécu à la dictature militaire en Argentine et qui avaient une vision du monde très cruelle. Et elle savait que nous vivions en territoire ennemi, nous les trans, et elle le prenait comme tel. Et donc, j'ai commencé à rassembler un peu tous les traits, en fait, de la Tia Encarna en prenant toutes les vertus de ces femmes, hein. Des femmes qui m'avaient défendue, qui m'avaient donné de l'argent, défendue quand j'avais subi des violences d'un client, par exemple. Et ensuite, j'ai eu le sentiment que c'était la seule capable, à travers toute cette faune, en fait,
hein, être mère et voilà, de s'occuper en fait d'un enfant. J'avais besoin donc qu'elle ait de l'argent, qu'elle n'ait pas besoin de travailler comme prostituée, hein. Elle vivait de ses rentes, hein. Et j'avais raj- j'avais rajouté quelque chose qui faisait qu'elle était donc d'une certaine manière l'amante d'un soldat nazi qui lui avait donné des bijoux et que donc c'était ces bijoux qu'elle avait encore et qu'elle laisserait en héritage. Et ce capitaine nazi qui avait été amoureux d'elle, mais j'avais le sentiment qu'il y avait des conditions qu'elle devait remplir pour s'occuper uniquement de cet enfant. Mhm. Le corps de Tante Encarna, c'est quelque chose. C'est un corps accueillant, un corps sacrifice. Elle donne tout à toutes. Et puis quand l'enfant arrive, c'est le symbole même du sacrifice. Le corps de Tante Encarna, est-ce qu'il est aussi le symbole de la transformation corporelle, de la métamorphose? C'est un corps d'histoire. On le lit un peu comme une carte, le corps de Tante Encarna. Et le rapport au corps dans Les Vilaines est évidemment très important. Votre éditrice a mis en exergue Notre corps et notre patrie, qui est une phrase très belle du roman. Et je voudrais qu'on parle de cette notion de métamorphose et de l'importance des corps dans Les Vilaines. Bueno, en primer lugar, cuando yo D'abord, quand je suis arrivée au Parc Canto, j'avais 18 ans, j'étais vraiment très jeune. Et quand j'y suis arrivée, voilà, c'est mon histoire qui pas en fait dans le livre. Et je cherchais en fait de la compagnie. La première nuit dans le parc Sarmiento que j'ai partagé avec ces prostituées, la police arrive, hein, et je les vois en fait donc se cacher sous les voitures ou grimper en fait dans les arbres pour ne pas être vus par la police. Et c'était la première fois que j'étais avec un groupe de travestis en train de partager le travail et les longues heures de la nuit. Et puis, je suis revenue les voir très souvent, en fait, hein, voilà, euh, évidemment, la chose la plus commune, c'était de courir hein, avec des talons hauts comme ça. Elle a fait le geste, Camilla. Et donc, il y avait aussi, en fait, hein, dans le parc, des espèces d'égouts. Et euh, tout ça, je l'ai vu chez elle, cette détresse, en fait. Et pour j'ai vu aussi comment elles avaient acquis une véritable habileté pour se défendre, comment elles pouvaient fabriquer des petites armes hein, qu'elles cachaient dans une montre, par exemple. Et ça, c'est mon contact avec les travestis. Moi, j'ai été témoin d'une époque où les travestis, nous étions très sauvages, innommables et très dangereuses aussi. Hein. On était vus avec crainte. Hein. On pouvait taper un homme jusqu'à le tuer avec toute la rage qu'on avait pu accumuler et, avec tout ce qui pouvait nous faire subir. Et j'ai compris, voilà, c'est la grande question de Spinoza, hein, c'est quoi un corps? Et là, j'ai compris, en fait, je l'ai su en étant avec elle
hein. Elle pouvait survivre quasi nue, hein, à des hivers très froids. Et je disais, voilà les corps qui existent de la même manière qu'on se faisait épiler au laser, comme on s'imposait des traitements hormonaux, comme on se faisait mettre des seins. Et le corps, c'était donc notre valeur d'échange. Et évidemment, la place du corps dans mon travail, ça a à voir avec ce passé sauvage et effectivement au fait que je vivais dangereusement et que je me faisais mal. Mais c'est le corps, hein, à travers lequel on sent la douleur ou le goût, le plaisir. Et ce corps-là de chaque individu, vous arrivez aussi, peut-être aussi par le biais du conte, par le biais d'une écriture très magique, en faire un corps collectif. On dirait que chacune fait partie d'un corps collectif. Je crois que les premières pages du roman sont aussi magnifiques pour ça. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être dans le parc de Sarmiento avec une hydre à plusieurs têtes. Et, et je voudrais qu'on parle un petit peu de cette force du collectif, cette ode au collectif, parce que vous parlez de danger, de violence que vous pouviez représenter, mais ce collectif, c'est aussi une aile d'oiseau sous laquelle elle se blottisse et une protection contre la violence du monde. Et quelque part, j'ai pensé en lisant que cette meute, ce groupe de femmes réussissait là où nos sociétés, notamment nos sociétés contemporaines, échouaient. Ah, claro, claro. Évidemment, oui, hein. Ce qui se passe dans les vilaines, c'est que ce corps collectif, ces travestis qui apparaissent dans le roman, euh, elles sont là parce qu'il y a quelque chose qui les lie ensemble. Ce sont des alliances qui viennent pas de notre idée de l'amitié, de l'amour. euh, C'était juste quelque chose qui, comme ça, pouvait surgir hein, d'un instant à l'autre entre ces femmes. Hein. Euh, je reviens à ce que je voyais quand je travaillais dans ce parc. Hein. Voilà ce qui se passait. Par exemple, on pouvait se battre hein, parce qu'il y en avait une qui était montée dans la voiture d'un client, qui était le client d'une autre en fait. Hein, et littéralement, on s'arrachait les cheveux. Mais 2 heures après, on prenait notre petit déjeuner dans un bar et on rigolait. Et les alliances, elles se faisaient en fait hein, euh, de, de manière tout à fait naturelle. Il y a aussi des espèces de, comment dire, de règles culturelles qui existent. Voilà, dans les familles. Voilà, il y avait des choses. On pouvait se taper dessus de temps en temps, une chose qu'on n'accepte pas, par exemple, dans la vie ordinaire. Et les vilaines, c'est pas une nouvelle interprétation de la famille, c'est juste un groupe de travestis qui se réunissent parce que elles ont des pactes en fait entre elles hein, et des espèces de prescriptions. Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, Camilla, d'autres groupes de personnes qui gravitent autour de ce groupe de prostituées transsexuelles? Et je voudrais notamment parler des hommes sans tête. Il y a aussi les femmes corbeaux. Alors, ce sont des figures comme ça qui, encore une fois, nous font plonger dans le conte quand on lit votre roman. Mais parlons des hommes sans tête qui sont les plus proches de ces trans.
Strange. Bueno, yo cuando lo escribí, lo único que Quand j'ai écrit ça, la seule chose à laquelle je pensais, c'était des hommes décapités en fait, hein, et qui allaient voilà, dans un magasin et qui choisissaient en fait à travers tout un tas de têtes qui étaient exposées et voilà, et se la mettaient et passaient avec. C'était la chose que j'avais écrit sur eux et cette histoire d'amour, en fait, que la Tiana avait avec l'un d'entre eux. Et l'éditeur m'a dit, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Et voilà, je me suis dit que voilà, j'ai décidé de faire une petite histoire avec ça. Et je crois qu'effectivement, voilà, quand on écrit quelque chose, il y a forcément une raison quelque part. Et c'est des moments de réalisme magique, hein, et des moments d'étrangeté. C'est pas vraiment, mais il y a ça en fait, ce réalisme magique dans tout le roman. Hein. Et, et je voulais pas expliquer qu'ils étaient comme s'ils appartenaient à une espèce d'ordre. Et voilà, c'était des histoires, en fait, d'hommes qui revenaient de la guerre et qui choisissaient ces femmes dans le parc parce qu'ils se sentaient mieux avec elles. J'avais lu à ce moment-là le livre de Svetlana Alexievich, La guerre n'a pas un visage de femme, je pense que c'est la traduction, où il y avait en fait des témoignages de femmes qui s'étaient battues pendant la Seconde Guerre mondiale en Russie et j'avais le sentiment que nous, les travestis, après quelques années, c'était comme si on revenait de la guerre et que du coup, voilà, je pouvais en fait faire que ces hommes sans tête se trouvaient unis par leur traumatisme à ces femmes, à ces trans. Et je dirais que ces personnes qui venaient quelquefois avec nous et qui s'approchaient de nous avec beaucoup de curiosité, et il y avait aussi une espèce de, comment dire, quelque chose d'osé, hein, et on avait le sentiment que on avait quelque chose de très particulier, hein, et ces corbeaux, en fait, hein, qui étaient très sûrs d'elles, voilà, et, qui nous donnaient ce qui leur restait, c'était un peu parler de à la fois ce respect qu'il peut y avoir pour les travestis et en même temps ce rejet. C'est quelque chose de commun, mais je crois que ça. Oui, chez ces femmes corbeaux, on ressent aussi l'hypocrisie d'un demi-statut, c'est-à-dire d'un non-choix. On peut être ce qu'on veut la nuit et puis ensuite retourner dans ses baskets et dans les cadres la journée. Et je trouve que les personnages trans des vilaines se font beaucoup miroir de cette hypocrisie de la société. On dirait que sur leur corps vient se répercuter les lâchetés du quotidien, des hommes hétérosexuels qui n'assument pas leurs désirs, leurs frustrations. Elles se font un peu le creuset de ces masques. Bueno, yo vengo de un matrimonio en el que Moi, je suis issue, en fait, hein, d'un couple qui ne voulait pas avoir d'enfants. Et je crois
je crois que mon père ne voulait pas être père du tout. C'est pour ça qu'il a été si violent avec moi. Et il a été obligé d'avoir une famille, donc de s'implanter quelque part alors qu'il avait toujours été nomade. Et, et j'ai seulement constaté comment les personnes se sacrifient pour rien, en fait, et comment surtout la perspective d'être travesti dans une société comme ça, c'est être espionné toujours presque par le petit œilleton de la porte. Hein. Il y a des gens qui tombent amoureux de travestis, mais ils finissent par se marier avec une femme parce que ça va être mieux accepté en fait par la famille, par les amis, aussi parce qu'il peut y avoir des questions économiques. Et j'ai vu beaucoup de personnes faire mal à d'autres pour ces secrets que les personnes enfouissent au plus profond d'elles-mêmes. Et je crois que c'est tout que ce qu'on fait nous, les travestis, c'est-à-dire on n'a plus la possibilité de mentir en fait. Cette identité, elle est à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher et que vous voyez en fait. Et ça veut dire que bien, et je dirais que le mystère des travestis, c'est presque comme si on l'avait à l'extérieur. Et donc, ça me paraissait important, cette amitié entre les personnages principaux des vilaines et les sœurs Corbeau. Hein, comme s'il y avait eu en fait cette espèce de distinction en fait que donne l'argent, mais en même temps par héritage en fait, et qui peut être perdu. Oui, c'est vrai. Au-delà des questions d'identité sexuelle dans les vilaines, on sent aussi évidemment une prégnance des inégalités économiques. C'est aussi quelque chose qui est très fort dans les vilaines. Je voudrais vous parler de votre enfance et de vos origines. Dans les vilaines, on suit donc ce groupe de transsexuels et les groupes qui gravitent autour d'elle, mais le roman est aussi entrecoupé du récit de la narratrice des vilaines, qui raconte son enfance terrible, puisqu'elle elle est née... elle est née d'un couple malheureux, avec un père malheureux, très en souffrance, alcoolique et violent, et qui évidemment n'accepte pas ce qui est en train de germer chez son fils, est-ce qu'il a envie de devenir. Et je voulais savoir d'abord si vous parliez tout à l'heure de l'origine littéraire de cette tante Encarna, comment s'était petit à petit formé ce double récit. Bien, yo había querido contar algo alrededor de esos. Alors, je voulais raconter quelque chose autour de ces premiers rapports que j'ai eus avec la nature à la campagne quand j'étais très jeune, quand je vivais là seule avec ma mère. Hein. Mon père avait une maîtresse et il nous a laissés en fait dans ce coin perdu de la campagne. Hein. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de transport et c'était vraiment un trou perdu. Hein. Et on vivait là avec ma mère, toute seule, dans une maison très vieille avec des toilettes à l'extérieur, pas d'électricité. Et donc, on avait mis en fait beaucoup de pièges autour de la maison parce qu'il y avait
des renards, des pumas, il y avait des serpents qui montaient en fait les escaliers et qui muaient en fait devant la porte. Et je voulais raconter tout ce que ça a signifié en fait d'avoir vu ces paysages et d'avoir vu aussi la tristesse de ma mère et comment elle devenait de plus en plus triste en fait au cours de cette période d'abandon. C'est quelque chose que je voulais vraiment raconter. Et c'était quelque chose en fait qui était un peu sur le côté et c'est mon éditeur en fait qui a décidé en fait de vraiment mêler cette histoire personnelle au cœur du roman, hein. Et je crois que c'est intéressant ce qu'il voulait faire lui en fait. euh, c- C'était pouvoir aider les gens à comprendre ce qu'était la vie des travestis et que moi, je puisse raconter en fait comment en fait cette révélation s'était faite. Voilà, enfin, en tout cas, c'est mon intuition. Le fait de raconter mon enfance, c'était donner à comprendre comment ça pouvait s'être passé pour moi et donc pour les autres. Une toute dernière question, Camilla. Je voudrais, évidemment, c'est aussi un cri de colère, les vilaines. Et je voudrais savoir, de très loin, quand on suit l'actualité argentine politique sur la place des trans, on a l'impression, et je dis bien l'impression, parce que je pense que c'est très trompeur, que l'Argentine a fait beaucoup d'avancées légales et que le pays serait peut-être en avance même par rapport à la France. Et si en France, on ne touche pas encore à nos cartes d'identité, ça c'est un document sacré, je voulais savoir ce qu'il en est. Est-ce que depuis 2017 et l'écriture des vilaines, est-ce que vous ressentez des avancées sur la place des transsexuels dans votre pays? Considerar las trans. Excusez-moi, j'avais changé de bouton un peu vite. Alors, ce que je crois, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas en fait que la société avance. Je crois que ce sont d'une certaine manière des fulgurances qui nous arrivent à nous, les trans, une compréhension en fait que l'on a sur la manière dont on a été traité et sur comment on doit répondre à ça. Évidemment, on a une histoire politique ici en Argentine qui va bien au-delà des travestis. Ça fait de nombreuses années qu'on est organisé politiquement et que nous travaillons pour que ces lois qui sont considérées comme pionnières dans le monde, elles datent de 2012, nous et attendre que la société change tout d'un coup en raison d'une loi, c'est une idée un peu romantique, que ça arrête la phobie des trans, que ça arrête les gens qui se font tuer, les gens qui se font maltraiter ou qui subissent des violences. Et je crois que ce n'est pas seulement les lois qui nous protègent. Je pense qu'on se protège nous-mêmes et c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, hein. La société, elle vient toujours derrière, elle vient en fait, voilà, pour nous demander du feu et des choses comme ça. Mais je crois que nous, en fait, euh, on a pu faire ça de manière très intelligente et je, j'ai pas forcément énormément de choses à dire, mais je crois que les groupes en fait de personnes
qui subissent en fait la violence d'autres personnes hein, et qui sont d'une certaine manière donc courageuses. Mais je crois que les personnes, elles répondent, elles s'arment et elles répondent violentes. Hein, et les travestis, au lieu de quelque part nous armer nous-mêmes, et je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire, hein, une révolution armée, on a choisi de séduire, on a choisi de parler de tendresse, on a choisi d'embrasser et d'étreindre nos clients, d'écouter leurs plaintes, de faire qu'ils nous accompagnent pour révéler en fait au monde euh, qui pouvait être vu par tout le monde. Et c'est pour ça que je crois qu'on est meilleur en fait. Merci Camilla. Alors, je vais reprendre Gracias. la parole. Je voudrais juste rappeler à nos amis lecteurs que ce n'est pas un livre de marginalité, mais un livre sur l'amitié, sur la vie, avec des personnages quand même incroyables, qui ont une vie cabossée, certes. Ça se lit comme une aventure qui est très bien écrite. Il y a beaucoup d'émotions dans ce premier roman. La qualité littéraire est extra. Et je voudrais saluer aussi la traduction française de Laure Alcoba et remercier les éditions Métellier qui vous ont édité en France, parce que nous sommes de nombreux libraires à avoir eu un gros coup de cœur pour votre roman. Gracias, gracias. Merci beaucoup. Et je vois en fait à la discussion en fait une amie qui me salue. Alors, il y a des questions pour Camilla. Tenemos. Et la première est posée par Patricia. Depuis combien de temps le livre est-il sorti en Argentine et est-ce qu'il a contribué à mieux faire connaître la cause trans? El libro está desde marzo del 2019. Alors, le livre est paru en mars 2019. Hein, ça fait 2 ans donc, un petit peu plus. Et je crois, je vais peut-être me répéter, mais il n'y a pas une contribution pour la société, c'est une contribution pour nous. C'est-à-dire, ça veut dire que les trans, en fait, qui existent aujourd'hui, savent qu'il y a des écrivaines, des politiciennes, des philosophes, des sociologues, hein, des médecins et des gens qui décident de vivre du théâtre, de l'écriture, hein, et qu'on n'est pas condamné à être misérable, marginal et prostitué. Hein. Et donc ça, c'est une contribution pour nous, pour la société, je ne sais pas. La société est très pute en fait. Hein. Alors, effectivement, le message qui était destiné à Camilla, c'est Eugenia, donc c'est votre amie, et elle dit ceci: je vous vois de Cordoba en Argentine, très heureuse de la présence de Camilla en France. Bravo aux éditions Métellier pour avoir présenté ce livre extraordinaire aux lecteurs français et françaises. Et il y a encore des messages en disant que c'est un très beau roman. Donc, votre roman est un succès en France. Vous avez un public. ¡Ay, qué bueno! Génial. Alors, il y a une question de Marc. Tenemos. N'êtes-vous pas celles qui peuvent le mieux défendre la cause des femmes, vous qui savez si bien ce qui se passe dans la vie des hommes et des femmes, des petits garçons et des petites filles, vous seules, personnes trans, avez ce point de vue?
Bueno, es toda una discusión, ¿verdad? Alors, je crois que ça, c'est effectivement un véritable débat hein, à l'intérieur même du féminisme pour voir si nous, on peut lutter pour les femmes hein, et être à l'intérieur du féminisme. Alors, ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser parce qu'il y a beaucoup de groupes en fait à l'intérieur du féminisme qui disent qu'on ne peut pas participer à cette lutte-là. Et, mais je crois que déjà, en fait, hein, on a pas mal de terrain sur lequel lutter. On pourrait aussi être là. Hein. Euh, et je crois aussi qu'il y a une alliance politique historique qui s'est faite ici en Argentine entre les associations trans et les associations féministes et qui ont lutté ensemble pour la légalisation de l'avortement. Hein. Je crois qu'il s'agit de faire un monde moins malheureux et je crois que pour ça, il faut qu'on s'entraide tous. Alors, il y a un véritable univers dans ce roman. Il y a eu des questions concernant une adaptation peut-être éventuellement au cinéma et on a tous un nom en tête, on pense tous à Almodovar. Que pense Camilla d'une adaptation cinéma? Hay proyectos. Ah, je crois que voilà, je crois qu'aujourd'hui, Almodovar fait plus de films comme il aurait pu faire avec les malins, avec les vilaines. Hein, voilà. Il y a, il a fait et il y a une adaptation qui est en train de se faire ici avec une mini-série et il semble que le réalisateur ou réalisatrice serait quelqu'un que j'admire beaucoup, mais ce n'est pas encore officiel. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire et que je respecte et que j'aime beaucoup. Mais je crois que Almodovar, il s'est un peu éloigné en fait de cet univers. Et je crois, je ne sais pas si en France il y a La Veneno. C'est-à-dire? Est-ce que vous avez vu La Veneno en Francia? En fait, c'est en France. Donc, c'est une série, mini-série espagnole qui a Non. été montrée sur, je crois que c'est OCS, non? Que estaban dándola en francés. Moi, je ne l'ai pas vue, en tout cas. Je ne sais pas si Lucie l'a En l'a fait, vue. Brut, donc le média en ligne Brut, vient de se lancer dans de la diffusion vidéo et donc c'est eux qui montrent la mini-série La Veneno. Hein. Alors, il y a un message. Ah, Je ne sais pas si Pascal a fini de traduire. Alors, il y avait un message de Denis pour Camilla. ah, muy bien. ¿Ah? Así que lo sabe. Espera, espera. Hacer algo con la... Voilà, je crois que les réalisateurs de cette série, donc, qui est sur une femme trans, feraient une adaptation très, très intéressante avec les vilaines. Voilà, et Nathalie, tu peux y aller avec ta question de Denis. Pardon. Donc, Denis donnait un message à Camilla pour lui dire qu'il la remerciait pour ses explications limpides et claires, qu'il avait hâte de lire le roman et qu'il remerciait les éditions Métellier et qu'il avait hâte de rejoindre les pages du livre. Ay, qué bonito. Gracias. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir si Camilla avait un auteur qui l'avait marqué et qui lui avait donné envie d'écrire.
En verdad, yo empecé a escribir antes de tener ganas. J'ai commencé à écrire avant de connaître toutes les dimensions d'un auteur ou de l'auteur. Après, je crois que la grande rencontre avec la lecture et l'écriture, ça a été Marguerite Duras. Je crois que c'est mon écrivaine favorite. Et je l'ai lu, en fait, j'étais assez âgée, j'avais 24 ans. Et ça m'a semblé, il m'a semblé que ce mode d'écriture, cette manière de raconter, je m'y suis retrouvée. J'ai eu le sentiment que je pouvais trouver quelque chose. J'étais une bonne lectrice avant, mais avec Duras, j'ai vraiment senti que je pouvais faire partie de la littérature et de cette littérature-là. Je crois savoir que Camilla, vous aimez aussi Michel Houellebecq. Est-ce que c'est vrai? Ay, sí, muchísimo. Ouais, j'aime beaucoup Houellebecq, ouais. Et Coltès, j'adore Coltès. Alors, je vais prendre la dernière question de Marie. Quelle a été la réaction des héroïnes de ce livre? Les vraies personnes qui sont dans ce livre l'ont-elles lu? Bueno, en verdad no hay ninguna. En fait, je crois que personne ne peut se reconnaître comme un personnage du roman, parce que j'ai vraiment, en fait, comment dire, vraiment façonné, entrelacé les différentes histoires. J'ai pris, en fait, des anecdotes du parc, mais je les ai racontées différemment dans le roman, et je voulais pas que quiconque se dise je me reconnais là. Mais il y en a une quand même en particulier. On avait eu une mésaventure ensemble avec des clients, et on a été donc sauvés par une autre transe. Et quand elle a Lucie, et elle m'a dit, mais jusqu'à ce que je lise ce moment-là, en fait, je ne m'en souvenais pas. Et en fait, elle avait complètement gommé cet acte violent de son souvenir parce que c'était terrible. Et en fait, elle me racontait qu'en fait, au milieu de toutes ces horreurs, se faire taper dessus, une fois, c'était pas énorme. Et ma mère aussi m'a dit, après avoir lu le livre, je ne savais pas que tu avais vécu tant de choses. Alors, l'ultime question vient de Lise. Je la prends parce qu'elle est très drôle. Et voilà, vous allez répondre, Camilla. Est-ce que Camilla peut nous dire comment s'appellent ces saints? Gita es la derecha, dinero. Gita est celui de droite, donc c'est pognon. Et perdona, non. Alegría. Ah, joie, allégresse. Pognon et allégresse. Parfait. Perfecto. Alors, je vais rappeler que les vilaines sont sur les tables de librairie de la librairie Le Pied à Terre, rue Custine, dans le 18e. Je vous conseille d'aller voir Lucie Epple dans sa librairie. Il est aussi dans les librairies de nos librairies partenaires. Ce soir, il y avait 3 librairies partenaires. Donc, toujours le coin des livres à Davézieux, toujours Petites histoires entre amis à Chenevière-sur-Marne et la librairie L'Autre Monde à Avalon. Un grand merci aux éditions Métellier de nous avoir permis d'avoir
d'avoir Camilla ce soir pour évoquer ce merveilleux livre que je conseille à tout le monde de lire. Un grand merci à Pascal Fougère pour cette belle traduction simultanée. Un grand merci à Camilla. Je vais lui donner la parole pour la conclusion, mais avant, je voudrais dire qu'on se retrouvera demain à 19h. On reste un peu dans la thématique tango argentine, et puisqu'on recevra le duo Intermezzo pour leur livre-disque Libertad, sorti aux éditions Parole. Camilla, je vous laisse le mot de la fin. C'est la première rencontre que je fais avec la France. Hein? Donc, c'est très étrange d'avoir une traductrice qui me parle dans les oreilles. Et voilà, je pense à la France et je repense à Duras. Et quand Tusquets m'a appelé, c'est aussi l'éditeur de Duras. Donc, il y en a d'autres aussi, hein, mais c'était incroyable en fait parce que quand Tusquets m'a appelé pour publier mon livre, c'était juste incroyable, hein, parce que je me suis sentie encore plus proche d'elle. Voilà. Un grand merci Camilla. Je sais que c'est l'après-midi pour vous, donc je vous souhaite une belle après-midi. Je vous souhaite une bonne soirée à Lucie. Merci d'avoir été avec nous, Lucie. Bonsoir Pascal et bonsoir à nos auditeurs. Gracias. Et hasta luego.